Donc, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je suis le docteur Nawela Dviri, je suis chef de clinique en médecine psychiatre adaptation au CHU de Dijon. Je vais vous présenter aujourd'hui quelques importantes notions à connaître concernant l'activité physique et notamment l'activité physique adaptée dans le cadre des maladies neuromusculaires, que je commence à bien connaître puisque je travaille au sein du Centre de compétences de maladies neuromusculaires du réseau Bourgogne au CHU de Dijon et que j'effectue ma thèse de sciences actuellement dans le champ des maladies neuromusculaires. Et je suis troisième thèse de sciences. Alors, concernant les maladies neuromusculaires, comme vous devez le savoir, c'est un large groupe de pathologies assez hétérogènes de maladies rares, donc avec une prévalence inférieure à 1 sur 2000, qui touche en France environ 60 000 personnes. Environ 80% de ces pathologies sont de cause génétique. Et au final, il y a 4 grands types de maladies neuromusculaires, des pathologies qui vont toucher plutôt la corne antérieure de moelle, des pathologies qui vont toucher plutôt le nerf périphérique, des pathologies qui vont toucher la jonction neuromusculaire et des pathologies vraiment qui se concentrent directement sur l'unité sarcomérique, donc les myopathies. Toutes ces pathologies, quel que soit leur groupe d'appartenance, vont in fine toucher l'unité motrice et c'est pour cela que vraiment le symptôme commun inhérent à toutes les maladies neuromusculaires, c'est la déficience neurologique motrice. Concernant les maladies neuromusculaires, ce qu'on sait, c'est que malgré l'émergence en fait de traitements symptomatifs, de fond ou même curatifs du fait d'une meilleure connaissance moléculaire et du développement des thérapies géniques, comme par exemple avec le myosine dans la maladie de Pompe, donc il y a un traitement plutôt enzymatique, ou d'autres traitements vraiment de thérapie génique dans le cadre des amyotrophies spinales infantiles, on se rend compte qu'en fait, en pratique, ces traitements ne sont pas largement disponibles. Ils sont dans la plupart des cas plutôt encore en stade d'essai, par exemple contrôlé randomisé, ou dans le cas d'autorisation temporaire d'utilisation. C'est des traitements qui sont très onéreux et au final, parfois, notamment dans les traitements symptomatiques, qui trouvent vite leurs limites, comme par exemple la corticothérapie dans la maladie de Duchenne. Et donc, un des traitements qu'on a dans notre bagage, on va dire, thérapeutique, c'est tout ce qui est thérapie et traitement physique comme traitement symptomatique. Et donc, une large place de la rééducation et de la réadaptation dans la prise en charge des maladies neuromusculaires. On peut donc se poser la question de la place des thérapeutiques que l'on nomme l'activité physique et adaptée. Alors, comment est-ce que peut agir un petit peu ces activités physiques? C'est simple, en fait, si on regarde un petit peu le fonctionnement des maladies neuromusculaires et du retentissement physiologique de celles-ci, en fait, les maladies neuromusculaires, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles vont causer une atteinte neuromusculaire. Il peut y avoir aussi dans certaines formes de maladies neuromusculaires des troubles cardio-respiratoires de plus ou moins grande intensité, par exemple sur le plan respiratoire, des troubles ventilatoires restrictifs du fait de l'atteinte diaphragmatique, sur le plan cardiaque, des cardiomyopathies hypertrophiques, dilatées, d'autres troubles beaucoup plus complexes, des troubles du rythme, etc. Et aussi une fatigabilité musculaire. Tout cela va entraîner une atteinte de la fonction motrice avec une diminution des capacités physiques et, in fine, un déconditionnement à l'effort qui va donc entraîner une sédentarité, une baisse de la qualité de vie. Et en fait, on va rentrer dans un vrai cercle vicieux où le déconditionnement va entraîner lui aussi une atteinte de la fonction motrice, etc., etc. L'activité physique, en fait, vraiment, le but, c'est de casser cette boucle du déconditionnement à l'effort et donc d'améliorer la qualité de vie et d'avoir vraiment un impact aussi sur la déficience motrice et les limitations d'activité. Donc, l'activité physique, qu'est-ce que c'est d'après Casperson? C'est tout mouvement corporel produit par les muscles squelettiques qui requiert une dépense énergétique supérieure à celle du repos. Il faut bien différencier ça, en fait, donc l'activité physique, vraiment tous les déplacements dans la vie sociale, professionnelle, des exercices physiques qui sont vraiment une activité physique systématique, donc au sens vraiment de système, d'après Garber, qui est planifiée, structurée et répétitive et qui a pour objectif final ou intermédiaire d'améliorer le maintien de la condition physique. Donc, en fait, l'activité physique et adaptée, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'exercices physiques, de pratiques corporelles, dans le but d'améliorer la santé des personnes malades ou en situation de handicap ou vieillissantes, vraiment en s'inscrivant dans le parcours individuel de soins et de santé.
L'activité physique, en fait, elle a longtemps été considérée comme quelque chose de néfaste dans les pathologies neurologiques. Et c'est qu'au début des années 2000 où il y a eu justement ce développement dans la littérature et en pratique clinique de l'activité physique, ce qui a permis en fait d'aller plutôt à contrario de ce postulat. L'activité physique et adaptée en 2011, elle a été considérée comme thérapeutique non médicamenteuse dans le cadre des maladies chroniques. Et maintenant, depuis 2017, il est possible de faire des prescriptions médicales d'activité physique et adaptée dans le cadre de pathologies d'ALD avec un décret qui est paru en décembre 2016. L'activité physique adaptée, c'est quelque chose de différent des autres techniques traditionnelles de rééducation. C'est quelque chose vraiment de complémentaire qui est effectué par les professeurs d'activité physique et adaptée et donc qui peut être prescrit sur ordonnance et remboursé par certaines assurances complémentaires de santé, subventions communes ou de région. Donc, il existe maintenant de très bonnes nomenclatures concernant la prescription médicale avec un référentiel qui a été réactualisé en juillet 2022 et des ordonnances qui peuvent être totalement déjà préfaites où il suffit juste de renseigner l'identité du prescripteur, du patient et ses limitations, contre-indications en termes d'activité physique et souhaits de type d'activité physique pour vraiment faciliter la pratique des praticiens. Dans le cadre des maladies neuromusculaires, comme dans le cadre de beaucoup de pathologies chroniques, ce qu'il faut vraiment retenir aussi en préambule de la prescription d'activité physique adaptée, c'est vraiment la nécessité préalable d'effectuer une évaluation cardiologique et pneumologique avec les confrères cardiologues et pneumologues du fait parfois de certaines limitations et atteintes des appareils cardio-respiratoires qui peuvent donc parfois amener certaines limitations en termes d'activité physique et notamment en termes d'intensité. Alors, qu'est-ce que dit la littérature concernant l'activité physique et adaptée dans les maladies neuromusculaires? Alors, dans le cadre des myopathies, ce qu'on peut voir en anglais, donc muscle disease ou myopathie, c'est beaucoup quand même d'articles de qualité avec des revues et des méta-analyses faites sous la méthodologie Cochrane. Il en existe 4, donc de 2005 à 2019. Concernant la dernière analyse Cochrane, qui est aussi une synthèse de 14 études qui sont des essais contrôlés randomisés ou des études très similaires à ce type de méthodologie, donc de meilleur niveau de preuve, avec au total 428 patients. Ce qui est vraiment retenu, c'est qu'en effet, il n'y a pas d'effet néfaste de l'activité physique et adaptée dans le champ des maladies neuromusculaires. Donc ça, c'est quelque chose de très rassurant pour notre pratique quotidienne et courante. Qu'au final, pour chaque pathologie, on n'a pas encore vraiment d'exercice optimal ou d'intensité d'exercice dans la littérature. Mais on voit quand même des choses se dessiner dans certaines pathologies, comme par exemple dans la dystrophie facioscapulo-humérale, qui est la dystrophie musculaire la plus fréquente de l'âge adulte, avec vraiment l'intérêt d'effectuer des exercices combinés avec plutôt des stratégies de renforcement moteur, d'exercices d'endurance aérobique pour l'amélioration des capacités aérobiques de ces patients, donc vraiment pour améliorer leur endurance et tolérance d'efforts de longue durée. Si on regarde dans d'autres champs des maladies neuromusculaires et notamment la neuropathie héréditaire la plus fréquente, qui a une prévalence qui est à la limite des maladies rares, donc à 1 sur 2000, qui est la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Donc, il y a plusieurs revues systématiques de la littérature qui existent. La plus récente et qui est vraiment spécifique à l'exercice physique donc, a été rédigée en 2015 et elle montre de très bons résultats sur le plan fonctionnel, vraiment de l'activité physique adaptée, notamment avec des améliorations sur les échelles de cotation de force musculaire. Et comme quoi aussi l'activité physique adaptée est sans danger. Il y a aussi des bénéfices sur la qualité de vie, la fatigue, la douleur et vraiment un intérêt d'effectuer aussi des exercices combinés. Le problème des études pour le moment dans cette pathologie-là et globalement dans toutes les maladies neuromusculaires, c'est que les études, en fait, du fait qu'on est sur des pathologies rares avec donc des difficultés de recrutement, c'est qu'on est sur des populations de faibles effectifs avec donc des risques d'erreurs de type 2, de puissance statistique, donc qui posent des problèmes de validité interne en termes de méthodologie.
Les critères de jugement et d'intervention sont assez différents entre les études, ce qui limite les capacités de comparabilité entre les études. Les modalités, les intensités des exercices, comme dans les myopathies, ne sont pas toujours bien claires. Et il existe aussi dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth, mais aussi dans d'autres maladies neuromusculaires, notamment les myopathies et autres maladies, des questions sur les outils de mesure et leur qualité métrologique, ce qui limite un petit peu l'interprétation des résultats en termes d'obtention de résultats après intervention à type d'activité physique et adaptée. Donc au final, si on fait un petit peu le point, donc là je vous ai mis en fait les principales revues de littérature ou en tout cas méta-analyses qui sont vraiment de très bonne qualité, les plus récentes. Et en fait, ce qu'on a comme résultat assez commun, c'est que vraiment là où il faut être vraiment rassuré, c'est que l'activité physique dans les maladies neuromusculaires, c'est quelque chose qui est safe en quelque sorte, hein, il n'y a pas de danger pour le patient. Que visiblement l'exercice combiné associant exercice aérobique et renforcement musculaire, ça semble être une des meilleures formules, mais qu'il existe encore des améliorations et vraiment de la nécessité sur ce type d'études, donc vraiment l'intervention à type d'activité physique adaptée, et notamment faire de la recherche sur des plus grands effectifs, renforcer vraiment la méthodologie et le design des études, et les outils métrologiques qui sont utilisés pour évaluer l'efficacité de cette activité physique adaptée. Sur le plan vraiment concret, concernant les recommandations pour l'application d'activités physiques adaptées, donc en lien avec les différents éléments de la littérature et les récentes recommandations de la HAS, et aussi donc, à travers ce plan de la HAS, des maisons et réseaux sport santé qui sont en général régionaux, plusieurs choses. Tout d'abord, toujours proposer aux patients des projets atteignables, ne jamais aller au-delà de ses capacités. Il faut vraiment que les objectifs qu'on se fixe soient en lien avec des problématiques de la vie quotidienne. Ça, c'est hyper important. On est toujours un petit peu en médecine figure adaptation dans ce raisonnement un petit peu en lien avec la classification internationale du fonctionnement, et on réfléchit toujours vraiment sur le plan pragmatique en termes de limitation d'activité et de restriction de participation. Il faut vraiment que l'entraînement soit crescendo et très progressif dès le départ, hein, avec une surveillance assez rapprochée sur le plan médical et biologique, et vraiment un entraînement très progressif. On a tendance au départ à plutôt augmenter progressivement la fréquence, le nombre de séances hebdomadaires, puis par la suite seulement l'intensité des exercices. Dans l'idéal, il faut proposer des exercices variés, assez récréatifs, ne pas hésiter à aller sur des exercices plutôt individuels ou des travaux en groupe. Vraiment aussi solliciter la possibilité d'effectuer des exercices de renforcement de muscles clés, et notamment les muscles antigravitaires, donc tout ce qui va être muscles de la ceinture pelvienne, muscles quadricipitaux, pour vraiment, surtout dans le cadre des maladies neuromusculaires, améliorer les capacités de verticalisation, de déambulation, les capacités d'équilibre et limitation du risque de chute. Associer donc le renforcement moteur à des exercices d'endurance aérobique et adapter l'intensité de l'effort au ressenti à la fatigue du patient. L'idéal, ce qui est recommandé donc pour les patients atteints de maladies neuromusculaires, c'est plutôt 3 séances d'une durée de 30 à 60 minutes. Alors, différents types d'exercices, hein, je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez un petit peu mieux imaginer ce qui peut être fait. Tout d'abord, dans la catégorie plutôt d'exercices d'endurance aérobique, on peut proposer des exercices donc sur cyclo-ergomètre ou l'équivalent au niveau des membres supérieurs, des exercices sur tapis roulant pour vraiment entraîner ses capacités d'endurance aérobique, donc sur de long terme. L'idéal, c'est de ne pas dépasser 85% de la fréquence cardiaque maximale en termes de tolérance dans la catégorie de patients neuromusculaires, et sur des exercices plutôt d'une durée de 30 minutes. Deuxième type d'exercice dont je vous ai parlé sur cette stratégie un peu d'exercice combiné, c'est les exercices plutôt de renforcement. Dans la population neuromusculaire, il faut plutôt partir sur des exercices dynamiques dits concentriques. Donc, en fait, quand le muscle va être rétréci, donc là, par exemple, on voit une flexion de bras avec un travail plutôt du biceps brachial.
Donc, plutôt effectuer des exercices de renforcement vraiment en rétrécissement du muscle. Donc là, par exemple, avec des cordes bandes tenseuses élastiques, où en fait, on va effectuer une résistance lors de la flexion bicipitale et ne pas effectuer de résistance, vraiment laisser partir la corde lors en fait, de l'extension du bras, donc plutôt sur la partie triceps brachial. On peut effectuer des séances fractionnées ou continues au maximum d'une durée de 30 minutes. Ensuite, donc d'autres types d'exercices qui sont effectués, des exercices plutôt en milieu aquatique, de la nage simple ou plutôt des exercices d'aquagym dans des milieux de balnéothérapie ou des centres dédiés. Par exemple aussi de la marche nordique, alors plutôt à vitesse rapide. La marche nordique, ça permet notamment d'améliorer cette cinétique de dissociation des ceintures scapulaires et pelviennes. Et idéalement, quand on est sur de la marche rapide, il ne faut pas dépasser 60% de la fréquence cardiaque maximale. D'autres sports aussi sont conseillés en activité physique et adaptée, tels que le yoga, le pilates, le tai chi, le tir à l'arc. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est vraiment les choses qui sont à proscrire. C'est tout ce qui est exercice excentrique et notamment dans les pathologies dystrophiques où on va avoir des troubles de l'architecture cellulaire, dans vraiment cette catégorie-là de myopathie de dystrophie musculaire qui peut être vraiment délétère pour le muscle. Et les exercices à trop haute intensité qui peut entraîner en fait un surplus de fatigue. Donc, il y a des pathologies comme la dystrophie myotonique de Steiner. Tous les patients ont déjà comme symptôme quasiment récurrent de la fatigue chronique. Si vous rajoutez des séances de trop grande intensité, ça peut être vraiment délétère pour eux. Et concrètement, l'APA, où est-ce qu'on peut en faire? Alors, idéalement, c'est bien d'initier ce type de pratique en structure hospitalière et notamment dans le cadre d'une hospitalisation de jour. Donc, avec, par exemple, en médecine physique et de réadaptation, des programmes de 12 semaines, on va intégrer l'activité physique et adaptée avec d'autres techniques de rééducation et de réadaptation plus conventionnelles, on va dire ça comme ça, donc en association avec les thérapeutes, les psychomoteurs, les psychomotriciens, pardon, etc., etc. Et on peut proposer, par exemple, une séance par semaine d'activité physique et adaptée. On peut aussi proposer des programmes un peu plus intensifs, exclusivement d'activité physique et adaptée, jusqu'à 3 fois par semaine. Ensuite, ça peut être bien de faire un relais en libéral, soit avec des associations spécialisées telles que Ciel Bleu, qui est une association qui organise de nombreuses séances de marche nordique en groupe, ou bien dans des structures dédiées qui marchent par réseau en région ou en département, telles que les maisons ou réseaux santé sport. Donc là, je vous ai mis l'exemple qu'on a dans ma région en Bourgogne. Et ce qui est hyper important, en tout cas, c'est que cette prise en charge d'activité physique et adaptée, elle nécessite d'un suivi pluridisciplinaire et de la mise en place d'une éducation thérapeutique du patient pour améliorer vraiment l'adhésion du patient et son observance. Donc vraiment, si vous devez retenir des messages clés concernant l'activité physique adaptée, c'est qu'elle est jugée vraiment dans la littérature et en pratique clinique comme étant sans risque dans les maladies neuromusculaires et plus largement dans les pathologies neurologiques chroniques. Elle va vraiment permettre de casser cette boucle du déconditionnement physique, vraiment casser cette entrée vicieuse dans la sédentarité et vraiment permettre une amélioration de la qualité de vie. Il y a de plus en plus d'articles chez les sujets sains et aussi chez les sujets pathologiques où en fait l'activité physique semble permettre d'accélérer le processus vraiment de biogénèse de la télomérase, augmenter la taille des télomères et quand on connaît bien le fonctionnement physiopathologique des maladies neuromusculaires et notamment par exemple dans les pathologies dystrophiques, on comprend en fait tout le sens du potentiel bienfait de l'activité physique et adaptée. L'idéal en termes de mode, c'est d'associer des exercices combinés d'endurance, donc plutôt sur un mode aérobique, et de renforcement moteur. Il y a encore beaucoup d'études qui sont à mener sur le sujet puisque on est dans un cadre de maladie rare, qu'il est difficile d'inclure des patients et qu'il faut encore améliorer la méthodologie et le design des études pour permettre encore d'avoir des résultats beaucoup plus robustes. En pratique, l'activité physique est adaptée. On initie plutôt en structure hospitalière. On fait ensuite des relais en libéral si possible, sur des programmes intensifs ou bien après sur du long cours, 3 fois par semaine, combiner plusieurs types d'exercices pour vraiment faire varier un petit peu la pratique du patient et qu'il ne s'ennuie pas, qu'il ne rentre pas dans une routine et qu'il trouve vraiment cette activité ludique. Il faut vraiment fixer des objectifs en amont
et initialement, vraiment surveiller sur le plan clinique et biologique le patient, surveiller la fatigue, s'il n'y a pas l'apparition de douleur, la survenue par exemple de majoration de contracture, de myalgie, etc. Et au niveau de la biologie, notamment un marqueur qui est important, notamment dans le cadre des myopathies, c'est les CPK. Et vraiment retenir la contre-indication formelle d'exercice trop intensif et notamment dans les dystrophies musculaires, tout ce qui est exercice excentrique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous pouvez me contacter via l'ANINF si vous avez des questions. J'espère que vous avez apprécié cette brève neuronale qui est une collaboration entre l'association des jeunes médecins en médecine psychique et de réadaptation et votre association de jeunes neurologues. Merci pour votre attention.